Et on va revenir sur ces sujets avec vous, Agnès Evren. Vous êtes sénatrice LR de Paris. Mais d'abord, on va regarder les unes de la presse régionale. On commence par la une du Dauphiné. C'est la désillusion pour Laurent Wauquiez. À la une du journal, douche froide pour l'ancien président de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui sort affaibli de cette élection interne. La une du journal de Saône-et-Loire, c'est une autre élection, une législative partielle qui avait lieu hier dans le département. Sanvert, le candidat du RN en tête. Martin, le candidat LR, sur ses talons. Les LR qui pourraient bien prendre cette circonscription remportée par le RN en juillet dernier, dont l'élection a été invalidée. Les LR qui progressent de plus de 6 points. Et puis la dernière une, c'est celle de Corse Matin. Pénurie de pédiatres. Les parents peinent à trouver un pédiatre pour leur enfant. Les médecins généralistes tentent de pallier le manque, mais ils ne peuvent pas tout faire. Quelle une choisissez-vous ? La législative partielle en Saône-et-Loire, parce que c'est tout à fait symbolique en fait de la remontada de la droite. S'il y a aujourd'hui un parti qui progresse dans toutes les élections, notamment partielles récemment, ce sont les LR. Voilà, ça symbolise en fait désormais l'espoir qui renaît en France pour une droite qui désormais, j'allais dire, retrouve toute sa crédibilité et est de nouveau écoutée. Et on le doit évidemment aussi à Bruno Retailleau. Bruno Retailleau qui a donc gagné hier, qui a remporté le vote des militants, 74% des suffrages. Vous attendiez un tel score ? Très franchement, je ne m'attendais pas à un tel raz-de-marée. Évidemment, c'est une victoire qui est incontestable et incontestée. De ce point de vue-là, c'est important parce qu'au moins, il n'y a pas de contestation possible. Et c'est un principe de réalité désormais, c'est qu'aujourd'hui, il a toute légitimité, non seulement au sein de notre famille politique, mais aussi, je pense, au sein du gouvernement. Et ça va renforcer le ministre de l'Intérieur qu'il est pour faire avancer, évidemment, tous les sujets qui portent à cœur de nos électeurs, les questions d'immigration, les questions de sécurité. Donc, une très, très forte... voilà, un résultat très, très net qui va évidemment dans l'intérêt de notre famille politique. Et je pars du principe aujourd'hui que nous aurons besoin des deux. Nous aurons également besoin de Laurent Wauquiez. Vous savez, on nous donnait pour mort politiquement. On a eu un accident industriel avec 4,5% à la présidentielle. Il y a eu la scission avec Éric Ciotti. Et on est aujourd'hui redevenu, depuis qu'on a accepté d'entrer au gouvernement, le premier parti de France. Puisque nous étions à 43 000 adhérents au mois de janvier. Nous sommes désormais 120 000. On a triplé le nombre d'adhérents. Ça démontre bien qu'il se passe quelque chose à droite. Moi, je donne l'exemple de la Fédération de Paris, que je préside. Au 4 janvier, on était à 2800 adhérents. On est aujourd'hui à 10 200 adhérents. Et donc, je pense que c'est d'abord l'effet de l'entrée de la droite au gouvernement. À l'époque, je me souviens parfaitement bien que Laurent Wauquiez était tout à fait d'accord pour éviter d'avoir une extrême gauche en fait au gouvernement, en tout cas une gauche pilotée par l'extrême gauche. Et que, une gauche mélenchonisée, c'est ce que dit Bruno Retailleau. Exactement, une gauche mélenchonisée. Et c'est vrai que la France était au bord du chaos après la dissolution, avec aucune perspective en fait gouvernementale sérieuse qui se dégageait. Et donc la droite a pris ses responsabilités. Et je pense que si elle a repris des couleurs, cette droite, c'est justement parce que ce jour-là, elle a dit oui, pour ne pas regarder la situation de loin ou ne pas se retirer sur son aventin, alors que la France, encore une fois, était dans une situation d'instabilité politique. C'est l'entrée au gouvernement ou il y a un effet Retailleau, sur la personne Retailleau ? Attendez, c'est deux choses différentes. On a commencé à retrouver un peu d'écoute auprès des Français à partir du moment, encore une fois, où on s'est retroussé les manches pour entrer au gouvernement et éviter le danger de la gauche. Ensuite, moi je l'ai vu dans ma fédération, dès la déclaration de candidature de Bruno Retailleau, on a enregistré 42% d'augmentation d'adhésion. 42%. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, Bruno Retailleau est non seulement un des piliers du gouvernement, et il incarne au sein du gouvernement une droite qui ne s'excuse plus, une droite qui ne veut plus raser les murs, une droite, comment dire, qui est dans la clarté, dans la fermeté, avec une boussole, le retour à l'ordre. Et ce qui est intéressant, en fait, dans son profil, c'est que je le vois bien dans tous les phonings, dans toutes les réunions publiques qu'on a faites, c'est qu'en fait, désormais, il a réussi à élargir le socle électoral de la droite en faisant revenir vers nous des déçus d'Emmanuel Macron, des déçus d'Éric Zemmour et des déçus de Marine Le Pen. Et ça, c'est important parce qu'en fait, il a une capacité de rassemblement. C'est vrai que fondamentalement, rien ne les différencie véritablement idéologiquement. Ce qui fait la différence... qu'on ne peut pas dire que Laurent Wauquiez, ce soit la droite qui s'excuse. Non, absolument. Absolument. Les deux sont dans une droite qui enfin s'assume, ose s'assumer telle qu'elle est. Et ça change tout.
parce que ça fait 12 ans qu'on est éloigné du pouvoir, parce que beaucoup de nos électeurs considéraient qu'on passait notre temps à trahir nos convictions, à montrer les muscles, et une fois qu'on était au gouvernement, à renier nos propres convictions. Donc oui, c'est vrai que ça a permis cette droite très claire, très ferme sur le régalien, ça a permis de faire revenir vers nous des électeurs, parce que vous savez, en fait, les électeurs de gauche comme de droite d'ailleurs, sur ces questions-là, ne supportent plus en fait l'eau tiède et les discours d'ambiguïté. Et c'est la force justement de Bruno Retailleau d'avoir un parler vrai, d'avoir une forme de franchise et d'avoir une colonne vertébrale. Et aujourd'hui, alors qu'il y a une forme de perte de repère, d'avoir un homme qui est un vrai rock, qui dit exactement les mêmes choses depuis 10 ans. C'est vrai qu'il a une forme de constance et de cohérence. Qu'il soit ministre de l'Intérieur, candidat à la présidence des LR ou président du groupe au Sénat, il y avait une harmonie dans tous les discours qu'il a tenus. Et ça, c'est vrai qu'on a besoin, encore une fois, de cette constance. C'est une vraie qualité en politique. On va écouter Laurent Wauquiez. Il s'est exprimé hier, peu de temps après l'annonce des résultats. Il était dans son fief du Puy-en-Velay. Il appelle à l'unité, mais il a quand même glissé un message au ministre. Bruno Retailleau, on l'écoute. J'ai toujours dit qu'il fallait additionner plutôt que de diviser. Et je le pense ce soir plus que jamais, évidemment. Il faut faire en sorte que nous soyons unis pour gagner, parce que divisés, nous sommes sûrs de perdre. Ma conviction reste la même. Il faut rassembler toute la droite et il faut porter un projet de rupture. Et nous ne pourrons le faire si nous sommes dilués dans le macronisme. Est-ce qu'avec Bruno Retailleau au gouvernement, il y a un risque de dilution dans le macronisme ? Écoutez, c'est l'exact inverse. D'abord parce que la stratégie de Bruno Retailleau d'être membre du gouvernement a été validée par les militants et les adhérents. Vous savez, beaucoup confondent les militants et les adhérents. Moi, je le vois à Paris dans ma fédération. Sur les 10 200, 73% sont de nouveaux adhérents. Et ces adhérents-là, en fait, partent du principe que c'est beaucoup plus courageux, finalement, d'essayer d'être au gouvernement et de faire ce qu'on peut, parce qu'il n'y a pas de majorité absolue, parce qu'on n'est pas dans un gouvernement de majorité de droite, on est dans un gouvernement de coalition. Et plutôt que d'être sur le banc de touche, d'être au sein du gouvernement et d'essayer de livrer bataille contre l'extrême gauche, oui, c'est beaucoup plus courageux. Et donc le corps électoral a beaucoup évolué. On a des adhérents aujourd'hui qui considèrent qu'on est un parti de gouvernement et que bien évidemment, on doit être au sein du gouvernement pour faire avancer tous les sujets qui leur tiennent à cœur, et notamment sur la sécurité et l'immigration. On voit bien que ce sont des préoccupations des Français qu'on ne peut pas attendre 2 ans. On ne va pas attendre que tout s'écroule, entre guillemets, pour finalement essayer dans 2 ans de revenir. Non, en revanche, ce dont je suis absolument sûre, c'est que, comme je le disais, Bruno Retailleau a une colonne vertébrale. Dès lors qu'il sentirait qu'une ligne rouge est franchie par rapport à nos convictions, par rapport aux positions de la droite, je suis vraiment convaincue qu'il prendrait ses responsabilités, qu'il pourrait démissionner du gouvernement. Ça serait quoi une ligne rouge ? Sur le budget, par exemple ? Sur le budget, par exemple. Ça peut Il y a des augmentations d'impôts initiales ? Alors après, il faut regarder les choses telles qu'elles sont. Il y a un principe de réalité, c'est qu'il est aujourd'hui l'une des personnalités les plus populaires en France, parmi les personnalités politiques. Pourquoi ? Parce que c'est vrai que sa présence au gouvernement lui a donné aussi une exposition médiatique, lui a donné une forte légitimité médiatique, et qu'il est désormais, c'est vrai, un peu plus connu des Français. Il ne l'était pas auparavant. Et donc, je pense que cette présence au gouvernement est une force, mais en effet, il faut faire attention à ne pas se diluer dans le macronisme, parce qu'aujourd'hui, nous, notre objectif, c'est d'incarner une espérance, d'incarner une alternance, justement, au macronisme. Et d'avoir surtout, et ça c'est absolument essentiel, parce que Laurent Wauquiez a raison de parler du rassemblement, pour moi désormais tout commence. Tout commence sur 2 points de vue. D'abord, il y a le défi du rassemblement, ensuite le défi des idées. Le rassemblement, il est absolument essentiel. Les électeurs, nos militants, nos adhérents ne supportent plus les guerres fratricides. Mais vous avez un doute ? Est-ce que vous regrettez par exemple que Laurent Wauquiez ne soit pas venu hier au siège du parti ? Est-ce qu'il aurait été souhaitable d'avoir une photo de famille avec les 2 candidats réunis ? Ouais, j'espère que ça viendra. J'espère que ça viendra, parce qu'on ne peut plus se permettre, c'est pas parce qu'on a eu cette remontada que la droite est de retour pour autant. Ça reste encore fragile, évidemment. On doit faire nos preuves, on doit travailler sur le projet. Vous savez, le problème de la droite, c'est qu'elle n'a plus de contenu. C'est-à-dire que là, on a réglé le problème du contenant, maintenant, il faut se mettre sur le contenu. Combien de fois j'ai assisté à des réunions où on parlait des querelles des personnes et jamais du fond. Désormais, il faut véritablement réfléchir, à comment est-ce que la droite peut accompagner toutes les évolutions sociétales d'aujourd'hui. La droite n'a pas de projet identifié, puisqu'à tout moment, on se disait, tiens, la droite, elle peut se rallier
à Macron, ou alors elle s'aligne sur les positions du RN. Mais on n'a pas de positionnement idéologique clair. Et Bruno Retailleau a dit hier qu'il va falloir parler de tout. Est-ce que vous êtes trop centré sur les sujets de sécurité, d'immigration? Est-ce qu'il va falloir élargir le spectre? Mais c'est la base d'un projet identifié. On a un marqueur, nous, c'est aussi l'économie. Nous sommes libéraux sur le plan économique. On doit parler évidemment plus d'économie, plus d'écologie. Comment concilier la transition écologique avec la croissance économique? On doit parler aux jeunes. Vous vous rendez compte qu'on s'est coupé de la jeunesse. Aujourd'hui, quand on regarde les dernières élections, 95% des jeunes n'ont pas fait le choix de la droite. Et puis il y a un autre sujet, c'est qu'on s'est coupé aussi de l'électorat urbain. On n'a plus aucun député dans une ville de plus de 100 000 habitants. Donc il faut savoir reparler aux jeunes, il faut savoir reparler à l'électorat urbain sur toutes ces questions d'écologie, sur les questions aussi culturelles. Mais je le redis, ces deux défis, c'est maintenant. C'est le défi des idées, d'avoir de nouvelles idées. Ça fait 10 ans que la droite n'a pas véritablement réfléchi. Et de ce point de vue-là, Bruno Retailleau, je pense, a une longueur d'avance. Pour le coup, c'est le seul qui alimentait le logiciel intellectuel de la droite. Parce qu'il a cette appétence pour être dans la réflexion, pour apporter des idées. Et encore une fois, oui, vous avez raison, ce n'est pas seulement les questions régaliennes, c'est aussi tout le reste. Il est le candidat naturel pour 2027 désormais? Oh, vous savez, comme il le dit lui-même, colline après colline. Là, il a dépassé une colline, ce qui est déjà comprenez les expressions vendéennes. Exactement. Et désormais, il doit tout faire pour préparer la droite, justement, à présenter à la fois un projet présidentiel, et on va s'y atteler dès aujourd'hui, j'en suis absolument convaincue. Mais est-ce que vous pourriez y aller seul? Les questions des incarnations. Franchement, pour moi, je suis, je le dis personnellement, contre la primaire, parce que ça fracture inutilement notre camp. Et puis, surtout, c'est très difficilement réconciliable ensuite. Moi, je pense qu'il faudra se rassembler derrière le mieux placé. Parce que si et comment vous le désignez? Il y a plus, bon, on verra en fonction des sondages, en fonction de sa popularité, en fonction de l'adhésion de nos électeurs, de nos militants. Donc, si vous deviez choisir aujourd'hui, c'est Édouard Philippe? Oh, pas du tout. Non, le mieux placé dans les sondages et dans les codes de popularité, c'est Édouard Philippe. C'est dans 2 ans. Non, mais je suis d'accord avec vous. Mais nous, on ne va pas mettre notre drapeau LR dans la poche. Édouard Philippe en a parfaitement conscience. Hein, ça n'enlève rien à ses qualités. Mais aujourd'hui, on voit bien qu'LR renaît de ses cendres. Ce n'est pas pour ensuite aller se ranger derrière tel ou tel candidat. Donc il y aura un candidat LR. Un étendard LR. Après, voilà, encore une fois, on est à 2 ans. Je dis juste qu'aujourd'hui, l'espoir renaît à droite et que la droite LR souhaite incarner également une alternance crédible au macronisme. Et la prochaine étape, ce sont les municipales. Mais quel sera le mode de scrutin? À Paris, à Lyon, à Marseille, une loi veut le modifier pour permettre une élection plus directe du maire. Le texte arrive au Sénat cette semaine. On va en parler avec Alex Poussard. Bonjour Alex. Bonjour Ariane, bonjour Agnès Evren. Bonjour. Et Alex, le Sénat va donc examiner une proposition de loi qui prévoit de changer le mode de scrutin aux municipales à Paris, à Lyon, à Marseille. Mais d'abord, on va rappeler en quoi les municipales dans ces 3 grandes villes sont différentes des autres. Oui, on le rappelle, dans la majorité des villes françaises, les électeurs élisent des conseillers municipaux. Ces conseillers, ensuite, élisent le maire de la ville. Mais dans ces 3 grandes villes, Paris, Lyon et Marseille, les habitants n'élisent pas des conseillers municipaux, mais ils élisent des conseillers d'arrondissement ou de secteur. Exemple, l'électeur parisien qui vit dans le 15e arrondissement, il va élire des conseillers de la mairie du 15e arrondissement. Ou l'électeur marseillais qui habite dans le 1er secteur, il va élire les conseillers de la mairie du 1er secteur. La ville de Marseille est divisée en secteurs. Et ensuite, parmi ces conseillers d'arrondissement ou de secteur, certains deviennent conseillers municipaux. Et c'est ensuite que le conseil municipal élit le maire. Alors, que veut changer cette proposition de loi? Ce texte porté par des députés macronistes est déjà adopté le mois dernier, adopté largement par l'Assemblée nationale. Ce texte, il prévoit de rapprocher le mode de scrutin municipal à Paris, Lyon, Marseille du mode de scrutin dans les autres villes. Si ce texte est voté, il y aura 2 scrutins à Paris, Lyon et Marseille. Les électeurs éliront directement les conseillers municipaux. Ce conseil municipal élira ensuite le maire. Ça, c'est finalement le mode classique, comme dans les autres villes. Mais les électeurs dans ces 3 grandes villes éliront toujours des conseillers d'arrondissement ou de secteur pour ensuite élire un maire d'arrondissement. Ça veut dire que l'échelon de la mairie d'arrondissement sera conservé à Paris, Lyon et Marseille avec ce texte. Un texte qui doit s'appliquer pour les prochaines élections municipales 2026, c'est-à-dire dans 10 mois.
Quel est l'objectif des défenseurs du texte ? Eh bien, pour les défenseurs du texte, notamment pour le gouvernement, il s'agit de simplifier le mode de scrutin municipal dans ces 3 grandes villes, de créer un lien plus direct entre les habitants et le maire. Alors, ce texte, il est porté depuis longtemps par les macronistes parisiens et il a été mis à l'ordre du jour par le Premier ministre François Bayrou, à l'ordre du jour du Parlement. Le gouvernement qui dénonce un mode de scrutin trop complexe, peu intelligible. Peu intelligible, car à la différence des autres collectivités communales où on choisit une liste avec un maire à sa tête, là en l'occurrence on vote dans des arrondissements dont on n'est pas sûr a priori du maire que nous choisirons pour la mairie centrale. Alors le gouvernement espère que ce texte sera adopté par le Parlement avant l'été pour donc une application aux prochaines municipales 2026. Mais il faut d'abord passer l'obstacle du Sénat qui l'examine durant les 2 prochaines semaines et la majorité de droite du Sénat y est plutôt opposée. Agnès Evren, justement, pourquoi la majorité de droite sénatoriale est plutôt hostile à cette réforme du scrutin municipal à Paris, Lyon et Marseille ? Alors, notre position, elle était très claire. Notre position, c'était de dire, bien sûr qu'on doit faire entrer dans le droit commun ces 3 villes, Paris, Lyon, Marseille, même si, en fait, elles n'ont strictement rien à voir. Le sujet, c'est que c'est totalement décorrélé du statut de ces villes-là. C'est-à-dire qu'on parle du mode de scrutin, mais pas du statut de Paris, par exemple. Et nous, on a un sujet à Paris, c'est la répartition des compétences entre les mairies d'arrondissement et la mairie centrale. Donc c'est dommage d'avoir décorrélé les deux et de ne travailler que sur le mode de désignation, sachant qu'il y a un article 3 dans cette proposition de loi qui est très clair. Cet article 3 dit que désormais, les maires d'arrondissement ne siégeront pas obligatoirement au Conseil de Paris. Or, se décide au Conseil de Paris. Donc vous imaginez, moi je suis élue du 15e arrondissement, une mairie de 235 000 habitants, c'est l'équivalent d'une ville comme Bordeaux, eh bien le maire ne serait pas représenté. Donc ça éloigne les maires d'arrondissement de leurs électeurs. Moi je vois quand je suis dans le 15e, on me dit Madame la sénatrice, j'ai tel sujet. Je vais leur dire, écoutez, moi je ne siège plus au Conseil de Paris, le maire non plus, donc vous irez directement à la mairie centrale. Donc c'est une recentralisation excessive au détriment des mairies d'arrondissement. Donc, bien sûr qu'on est d'accord sur un mode de désignation, mais il faut travailler sur la répartition des compétences entre la mairie centrale, encore une fois, et les mairies d'arrondissement. Ça veut dire que c'est une opposition frontale de la droite du Sénat sur ce texte, ou est-ce qu'il peut y avoir un accord pour faire évoluer cette réforme ? On n'a pas arrêté de dire qu'il faut amender ce texte, parce que ça n'est pas normal que les maires d'arrondissement, encore une fois, ne siègent plus au Conseil de Paris. Et puis, il y a un autre sujet qui semble une telle évidence, c'est que désormais, le poids démographique des arrondissements ne pèsera plus dans l'établissement de la liste, en fait, des conseillers de Paris. Donc là encore, je prends l'exemple du 15e, puisque j'en suis l'élu. 235 000 habitants. Aujourd'hui, le maire d'arrondissement a 13 conseillers de Paris qui siègent avec lui. Eh bien, dans la liste qui sera établie, il pourra y en avoir, je ne sais pas moi, 20 du 8e arrondissement, par exemple, qui est un petit arrondissement, et 0 du 15e arrondissement. Donc, quelle est la légitimité d'un conseil de Paris où les plus gros arrondissements ne seraient pas représentés ? Là aussi, on a proposé un amendement pour travailler, en fait, sur cette modification. Mais les amendements n'ont pas été retenus. Vous voyez, donc encore une fois, je le redis, c'était oui, mais à condition de revoir par la commission. La répartition. Ces amendements n'ont pas été retenus. À la commission, à l'Assemblée nationale. Pour l'instant, on n'en est pas encore. Ça va être examiné le 19 mai, je crois. Et alors, si ces amendements sont retenus, adoptés au Sénat, il pourrait y avoir un accord avec le gouvernement ? Écoutez, on n'en est pas là puisque... On sent qu'il y a une possibilité de discussion. Non, j'essaie juste d'expliquer en fait qu'il y a des failles dans cette proposition de loi qui a été mal pensée parce qu'il est vrai que ce sont des députés qui ne siègent pas au Conseil de Paris. Et qu'il y a un autre problème de forme, c'est que ça s'est fait sans la concertation des maires d'arrondissement. Quand un maire d'arrondissement disparaît du Conseil de Paris, la moindre des choses, c'est quand même d'aller les consulter. Et pareil, à Lyon et Marseille, il n'y a pas eu véritablement de concertation. Donc nous, ce qu'on dit, c'est que prenons le temps de réfléchir plus globalement, de façon plus transversale, avec ces 3 villes-là, au statut de ces villes et au mode. Mais le temps, ça veut dire qu'il faut reporter cette réforme aux prochaines municipales ? Écoutez, là, on est à 10 mois des municipales. Et même 6 mois de la période de réserve. Donc prenons peut-être un peu plus de temps, sauf si les amendements, évidemment, dont je vous ai parlé à l'instant, qui répartissent mieux les compétences entre mairie d'arrondissement et mairie centrale, sont retenus. Mais donc, il ne faut pas forcément enterrer ce texte et le revoir pour les prochaines municipales. Ah mais non. Mais nous, ce qu'on a demandé, en fait, en tant que sénateur et maire d'arrondissement, c'est un chantier plus global pour parler des 2 sujets. Pour recorréler, en fait,
le statut de ces villes et le mode de désignation, le mode de scrutin. Un dernier mot, Alex ? Dernière question politique. Agnès Evren, selon vous, quelles sont les raisons de cette réforme, les raisons profondes politiques ? On parle de, par exemple, notamment les macronistes parisiens qui voudraient gagner du poids en termes de sièges au Conseil de Paris. Oui, moi je pense qu'il y a des arrière-pensées politiques, évidemment. Et moi, en tant que président de la Fédération des Républicains de Paris, on a regardé les projections. Et dans les projections, c'est-à-dire que cette PPL, elle est bien si l'on gagne, mais si l'on perd tout, puisqu'en fait, dans les projections, nous, on passerait de 51 conseillers de Paris à 32 ou 33. Et ça favoriserait totalement, en fait, les macronistes. Et donc, par définition, évidemment, pour eux, c'est très intéressant. Mais pour nous, ce serait assez mauvais, en fait. Voilà. Merci Alex, à tout à l'heure. Merci, à tout à l'heure. On parlera de l'union des droites après l'élection de Bruno Retailleau à la présidence des LR. Et ce sera à suivre dans une demi-heure. On va continuer à parler de ces municipales à Paris, de la campagne politique. On retrouve Jacques Paquier. Bonjour Jacques, merci d'être avec nous. Directeur de la rédaction du journal du Grand Paris. On va parler de cette campagne déjà bien entamée pour les municipales. Oui, absolument. Bonjour Madame la sénatrice. Bien entamé, on a envie de dire à gauche, puisqu'à gauche, il y a plusieurs candidats. Il va y avoir une primaire au sein du PS et un candidat chez les communistes. Les propositions fusent d'allonger la part des voies sur berge piétonnes, d'interdire les nouvelles résidences secondaires dans certains quartiers. À droite, on sait que Francis Spinner, Pierre-Yves Bournazel et même Rachida Dati seront sans doute candidats, mais aucun, à ma connaissance, ne s'est publiquement déclaré. Madame Evren, j'aurais voulu savoir si vous ne craignez pas que ce retard à l'allumage, si on peut l'appeler comme ça, finalement défavorise votre camp. Vous êtes vous-même coprésidente d'Union Capitale, une des 3 formations au Conseil de Paris issues de Changer Paris. Et puis ma question subsidiaire, soutiendrez-vous naturellement celle qui semble quand même peut-être une candidate naturelle, qui est la ministre actuelle de la Culture, Madame Rachida Dati? Alors, d'abord, sur le groupe Union Capitale, je ne suis plus la coprésidente, mais ce n'est pas grave, je suis dans ce groupe-là. Vous savez, comme je le disais tout à l'heure, la droite a perdu l'électorat urbain et Paris symbolise en fait cette disparition de la droite au sein des métropoles comme Paris. Et donc, il est évident que si on n'élargit pas notre sol électoral en rassemblant justement toutes les composantes de la droite, on risque de ne pas gagner face à une gauche, d'ailleurs, qui est de plus en plus radicalisée à Paris. Puisque sur les 18 députés, il faut bien avoir conscience que 12 sont issus du NFP. 12 sur 18. Et donc, on doit être une droite rassemblée et unie, d'où l'importance, en effet, d'être rassemblée aujourd'hui avec notamment Horizon et quelques Renaissances dans notre groupe. Alors, je crois savoir que Pierre-Yves Bournazel, c'est très clairement prononcé. Il est clairement candidat et je crois d'ailleurs qu'Édouard Philippe va venir le soutenir dans une réunion le 3 juin. Donc, Francis Spinner a déclaré également sa candidature il y a de cela 2 mois, je crois. Donc, maintenant, il faut qu'on travaille là encore sur le projet, parce que aujourd'hui, Paris est une ville qui a été abîmée, qui est une ville polluée, qui est une ville dangereuse, qui est une ville sale. Et on verra ensuite le sujet des incarnations. Ça viendra dans un deuxième temps, évidemment. Pour l'instant, comme l'a dit Bruno Retailleau, c'est colline après colline. On verra, il l'a dit, il n'y aura pas d'accord d'appareil. Et je peux vous assurer qu'aujourd'hui, on est le premier groupe d'opposition, même si le groupe au Conseil de Paris a éclaté en 3 groupes. On reste quand même la première force d'opposition à Anne Hidalgo. Pour vous, Madame Dati n'est pas la candidate naturelle, compte tenu de sa notoriété notamment? Vous savez, j'ai fait un article dans le Figaro pour dire ce que j'en pense en tant que présidente de fédération. Je dis juste qu'on se rangera naturellement derrière la mieux placée. Donc on verra le moment venu. Est-ce que vous n'avez pas perdu un des moteurs de votre campagne future, qui est l'Hidalgo, non pas l'Hidalgo bashing, mais enfin le fait qu'elle ne se représente pas, ne vous complique-t-il pas la tâche? Écoutez, son bilan, c'est son principal boulet à Anne Hidalgo. Et donc, ça ne nous posera aucun problème de mettre en lumière l'État aujourd'hui de Paris avec une dette abyssale, un chaos de l'espace public et une ville qui, hélas, est la plus sale d'Europe. Donc, ne vous inquiétez pas, on a de quoi faire.
Un mot très rapidement, Jacques, sur votre une. Oui, très rapidement. C'est simplement qu'on est très content parce que pour le 500e numéro du Journal du Grand Paris, je sais que Agnès Evren s'intéresse à l'IA. On a demandé à ChatGPT d'imaginer ce que serait Paris en 2050. En ressort une effrayante dystopie qui sonne comme une invitation à agir davantage, c'est à lire dans nos colonnes. Ah, merci beaucoup. Merci beaucoup. Avec intérêt. Merci Jacques Paquier, merci d'avoir été avec nous. Un dernier mot, Agnès Evren, puisque ce matin, David Lisnard redit qu'il veut une compétition à droite qui aille jusqu'à Éric Zemmour pour éviter la multiplication des candidatures. Qu'est-ce que vous lui dites? Il soutenait comme vous Bruno Retailleau. Moi, David je ne veux Lisnard. pas de primaire. Voilà, moi, j'y suis contre parce que ça fracture inutilement notre camp. C'est très clair. Merci beaucoup. Merci Agnès Evren. Merci d'avoir été notre invitée pour revenir sur la victoire de Bruno Retailleau. On va longuement en parler dans 20 minutes. Ce sera l'objet du club. Et on va évidemment parler avec notre prochaine invitée qui nous rejoint. C'est Valérie Ayé qui prend votre place. Merci beaucoup. On va parler de Roumanie, dommage. Un petit mot. Allez-y, un petit mot. C'est une très très bonne nouvelle parce que c'est quand même une figure de l'anticorruption. Donc c'est une bonne nouvelle pour la démocratie, pour l'état de droit. Voilà, c'est le candidat pro-européen qui a remporté hier la présidentielle en Roumanie. On va en parler avec Valérie Ayé tout de suite. Merci beaucoup Agnès Evren d'avoir été avec nous.